Je m'appelle Kofi Nguessan, un Ivoirien de 28 ans, arrivé à Marseille il y a 3 ans avec un rêve dans le cœur, construire une vie meilleure en France. Mon histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne, mais aujourd'hui, je brise le silence. Si vous êtes un immigré, ou si vous avez déjà ressenti l'injustice dans votre chair, restez avec moi. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires comme la mienne et commentez vos expériences à la fin. Tout a commencé dans une rame bondée du métro de Marseille, ligne 1, direction La Rose. L'odeur de sueur et de métal chaud remplissait l'air. J'étais là, debout, mon sac à dos usé sur l'épaule, après une longue journée à nettoyer des bureaux dans le quartier d'Euroméditerranée. Je portais un vieux pull bleu, celui que ma mère m'avait donné avant de quitter Abidjan. Ce pull, c'était comme un morceau de chez moi, un souvenir de ses prières pour que je réussisse ici. Mais ce jour-là, ce pull est devenu une cible. Je venais de trouver un petit boulot comme agent de nettoyage. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était une victoire. En Côte d'Ivoire, j'étais technicien en électronique, mais en France, mes diplômes ne valaient rien. J'ai dû repartir de zéro. Chaque matin, je me levais à 4 heures, je prenais le métro et je nettoyais des sols pendant 10 heures. Mon patron, Monsieur Dubois, un homme aux cheveux gris et au regard froid, ne ratait jamais une occasion de me rappeler que j'étais chanceux d'avoir ce travail. Chanceux, disait-il, comme si travailler pour 900 € par mois dans un pays où tout coûte cher était un privilège. Ce jour-là, dans le métro, j'étais fatigué, mais je gardais la tête haute. Je rêvais de rentrer chez moi, dans mon petit studio à la Blancarde, de manger un plat de riz jollof que j'avais préparé la veille et de regarder une série sur mon vieux téléphone. Mais soudain, une voix a brisé mes pensées. « Hé, l'Africain, t'as pas autre chose à faire que de salir notre métro ?» Je me suis retourné. Un homme d'une 40aine d'années, en costume froissé, me fixait. Ses yeux brillaient d'une colère que je ne comprenais pas. Il était grand, avec une barbe mal rasée, et il parlait fort, assez pour que tout le wagon entende. Les autres passagers ont baissé les yeux. Certains ont fait semblant de regarder leur téléphone. Moi, j'ai senti mon cœur s'accélérer. J'ai voulu répondre, mais ma gorge était sèche. J'ai juste dit « Monsieur, je ne fais rien de mal. » Il a ricané. « Rien de mal ? Vous venez tous ici, vous prenez nos jobs, et après, vous vous plaignez. Retourne d'où tu viens. » Ces mots étaient comme des coups. J'ai senti la honte me brûler le visage, mais aussi une colère sourde. Pourquoi moi ? Pourquoi, juste parce que ma peau est noire et que mon accent trahit mes origines, je devais subir ça? Le métro s'est arrêté à la station Saint-Charles. J'ai voulu descendre, fuir, mais mes jambes ne bougeaient pas. Une vieille dame assise près de moi a murmuré « Ignorez-le, c'est un idiot ». Mais ces mots ne pouvaient pas effacer la douleur. Tout le wagon me regardait, ou plutôt évitait de me regarder. C'était une humiliation silencieuse, celle qui vous fait sentir invisible et minuscule à la fois. En rentrant chez moi, j'ai fermé la porte de mon studio et je me suis assis par terre, contre le mur. Mon cœur s'est brisé. J'ai repensé à ma mère, à ses sacrifices pour m'envoyer ici, à mes rêves de devenir quelqu'un. Étais-je vraiment condamné à être l'Africain dans le regard des autres? Mais au fond de moi, une petite voix refusait de se taire. Cette voix me disait « Kofi, tu ne vas pas laisser cet homme gagner. Tu vas lui montrer qui tu es. » Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me battrai, non pas avec mes poings, mais avec ma tête et mon cœur. J'ai ouvert mon ordinateur, un vieux modèle acheté d'occasion, et j'ai commencé à écrire. J'ai raconté ce qui s'était passé dans le métro, mot pour mot, sans rien cacher. J'ai posté mon texte sur X et Instagram. Je ne savais pas si quelqu'un le lirait, mais il fallait que je le fasse. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids sur la poitrine. Les mots de cet homme dans le métro tournaient encore dans ma tête. « Retourne d'où tu viens ». Il me hantait, comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Mais je n'allais pas me laisser abattre. Pas aujourd'hui. Je suis retourné au travail, à Euroméditerranée, avec un mélange de peur et de détermination. Le trajet en métro était un cauchemar.
À chaque station, je regardais autour de moi, me demandant si quelqu'un d'autre allait m'insulter. Mais cette fois, personne n'a rien dit. Pourtant, les regards étaient là, lourds, comme si j'étais un intrus. À Marseille, on dit que c'est une ville d'accueil, mais pour beaucoup d'immigrés comme moi, c'est aussi une ville où on doit prouver sa place chaque jour. Au boulot, Monsieur Dubois était fidèle à lui-même. Il m'a appelé dans son bureau dès que je suis arrivé. « Kofi, tu as 5 minutes de retard. Si tu veux garder ce boulot, sois sérieux. » Sa voix était tranchante et il ne me regardait même pas dans les yeux. J'ai voulu lui expliquer que le métro avait eu un problème, mais il a levé la main pour me faire taire. Pas d'excuses. Au travail. J'ai serré les dents et je suis sorti, le balai à la main, le cœur lourd. Ce n'était pas seulement le retard. C'était toujours la même chose. Il me traitait comme si j'étais moins que les autres. Les autres employés, tous français, avaient droit à des pauses café, des sourires. Moi, j'avais des reproches. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en moi. En nettoyant les vitres du bureau, je repensais à mon post sur X. J'avais vérifié mon téléphone en cachette pendant ma pause déjeuner. À ma grande surprise, il y avait déjà des dizaines de likes et quelques commentaires. Une femme avait écrit « Courage, Kofi, j'ai vécu la même chose à Paris. Ne baisse pas les bras. » Un autre commentaire disait « Ce type dans le métro, c'est une honte. Continue de raconter ton histoire. » Ces mots, même s'ils venaient d'inconnus, m'ont donné un peu d'espoir. Pour la première fois, je ne me sentais pas seul. En rentrant chez moi, j'ai décidé de faire plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré une vidéo. Rien de sophistiqué, juste moi, assis sur mon lit avec le bruit des voitures de la Blancarde en fond. J'ai raconté l'incident du métro, ma voix tremblait au début, mais plus je parlais, plus je me sentais fort. J'ai parlé de ma vie en Côte d'Ivoire, de mon diplôme en électronique, de mes rêves brisés par la réalité française. J'ai terminé en disant « Je ne suis pas juste l'Africain, je suis Kofi Nguessan et je vais prouver à tout le monde que je mérite ma place ici. » J'ai hésité avant de poster la vidéo sur X. Et si personne ne la regardait? Et si on se moquait de moi? Mais j'ai repensé à ma mère, à son courage, et j'ai appuyé sur « Publier ». J'ai ajouté les hashtags « Immigration France » et « Racisme en France », comme la veille. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. J'avais peur de regarder les réactions. Le lendemain, tout a explosé. Mon téléphone vibrait sans arrêt. J'avais des centaines de notifications, ma vidéo avait été partagée des dizaines de fois et des gens que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages. Certains étaient des immigrés, comme moi, qui racontaient leurs propres histoires de discrimination. D'autres étaient des Français, des gens qui disaient « On n'est pas tous comme cet homme dans le métro, continue Kofi !» J'étais sous le choc. En une nuit, ma voix, celle d'un simple agent de nettoyage, avait touché des milliers de personnes. Mais tout n'était pas rose. Parmi les commentaires, il y avait aussi de la haine. Des messages comme « Arrête de te plaindre, t'as rien à faire ici ». Ça faisait mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. J'ai décidé de répondre à ces commentaires, pas avec colère, mais avec dignité. À l'un d'eux, j'ai écrit « Je ne demande pas la pitié, je demande le respect ». Ce message a été aimé des centaines de fois. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre de mon studio, avec l'odeur du pain au chocolat qui montait de la boulangerie d'en bas, j'ai senti quelque chose de nouveau. Une force, une envie de me battre. Mais ce n'était que le début. Ce que je ne savais pas, c'est que ma vidéo allait attirer l'attention de quelqu'un qui allait changer ma vie. Les jours qui ont suivi, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Ma vidéo sur X continuait de faire des vagues. Chaque matin, je me réveillais avec des notifications qui s'accumulaient, des messages de soutien, des partages, mais aussi des insultes. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, une opportunité inattendue s'est présentée. Je ne savais pas encore si c'était une bénédiction ou un nouveau défi, mais une chose était sûre, je n'allais pas reculer. Ce matin-là, en prenant mon café dans ma petite cuisine à la Blancarde, j'ai reçu un message privé sur X. Il venait d'une femme nommée Aïcha,
une avocate spécialisée dans les discriminations basée à Marseille. Elle avait vu ma vidéo et voulait me rencontrer. « Kofi, ton histoire m'a touché. Ce que tu as vécu dans le métro, c'est inacceptable. Je peux t'aider à faire valoir tes droits. » J'ai relu son message 3 fois, le cœur battant. Faire valoir mes droits. Je n'y avais même pas pensé. En Côte d'Ivoire, on apprend à encaisser les injustices, pas à les combattre. Mais ici, en France, il y avait des lois comme celle de la HALD pour protéger des gens comme moi. J'ai répondu à Aïcha, un peu hésitant, et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café près de la gare Saint-Charles. En chemin, je repensais à tout ce qui m'avait conduit ici. L'odeur du marché de Noailles, avec ses épices et ses fruits, me rappelait Abidjan. Mais ici, à Marseille, je n'étais pas chez moi. Chaque pas dans cette ville me le rappelait. Les regards dans le métro, les murmures dans la queue au supermarché, les portes fermées quand je cherchais un logement à cause de mon nom. Pourtant, ce message d'Aïcha me donnait un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Au café, Aïcha m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Elle était d'origine algérienne, née en France, et elle comprenait ce que je vivais. Elle m'a expliqué que l'incident du métro pouvait être considéré comme une discrimination raciale publique, punissable par la loi française. Elle m'a parlé d'un article du Code pénal, l'article 225.1, qui interdit les discriminations basées sur l'origine. Si on retrouve cet homme, on peut porter plainte, m'a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Mais je ne sais même pas qui il est. Elle a souri. Laisse-moi m'en occuper. Avec ta vidéo, on a peut-être des témoins. Cette idée m'a terrifié. Porteur plainte? Moi, Kofi, un simple immigré qui nettoie des bureaux? Mais Aïcha m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu n'es pas seul, Kofi. Ton histoire, c'est aussi celle de milliers d'autres. Si tu te bats, tu donnes du courage à ceux qui n'osent pas parler. » Ces mots ont touché quelque chose en moi. J'ai repensé à ma mère, à ses prières, à mon rêve de prouver que je pouvais réussir ici. J'ai accepté son aide. En parallèle, ma vidéo continuait de circuler. Un journaliste local, Pierre, m'a contacté pour une interview. Il travaillait pour un petit média en ligne qui couvrait les histoires d'immigrés à Marseille. Il voulait raconter mon parcours, pas seulement l'incident du métro, mais tout. Mon arrivée en France, mes luttes, mes espoirs. J'étais nerveux, mais j'ai dit oui. Si ma voix pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne, ça valait le coup. L'interview a eu lieu dans un parc près du Vieux-Port. L'odeur de la mer et le cri des mouettes me rappelaient que Marseille, malgré tout, était une ville belle et pleine de contradictions. Pierre m'a posé des questions sur ma vie en Côte d'Ivoire, sur pourquoi j'avais choisi la France. J'ai raconté comment j'avais économisé pendant des années pour payer le voyage, comment j'avais promis à ma mère de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse vivre mieux. J'ai aussi parlé de Monsieur Dubois, mon patron, et de son mépris constant. Pierre prenait des notes, hochant la tête, et à la fin, il m'a dit « Kofi, ton histoire va toucher beaucoup de monde. Quand l'article est sorti, tout a changé. Des gens ont commencé à m'écrire de partout, de Lyon, de Lille, même de petites villes comme Sarcelles. Certains me racontaient leurs propres humiliations, d'autres me remerciaient de leur donner une voix. Mais il y avait aussi des messages de menaces. Quelqu'un a écrit « Si tu continues à parler, tu vas le regretter. » J'ai montré ce message à Aïcha, qui m'a rassuré. Ils ont peur parce que tu oses parler. Ne t'arrête pas. Ce soir-là, seul dans mon studio, j'ai senti une pression énorme. D'un côté, j'avais l'impression de devenir quelqu'un, de porter un message plus grand que moi. De l'autre, j'avais peur. Peur de ce que ça pourrait coûter. Mais en regardant par la fenêtre, avec les lumières de Marseille qui brillaient au loin, j'ai su que je ne pouvais plus faire marche arrière. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Ma vie, qui jusque-là se résumait à nettoyer des bureaux et à éviter les regards dans le métro, prenait une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Mon histoire, celle d'un Ivoirien ordinaire nommé Kofi Nguessan, commençait à résonner bien au-delà de Marseille. Mais avec cette visibilité venaient aussi des défis plus grands.
et je devais apprendre à naviguer dans un monde où chaque pas pouvait être une victoire ou un piège. Aïcha, l'avocate, avançait sur mon dossier. Elle avait retrouvé des images de vidéosurveillance de la station Saint-Charles grâce à un contact à la RTM, la Régie des transports marseillais. Les images n'étaient pas parfaites, mais on voyait l'homme qui m'avait insulté dans le métro. Il portait toujours son costume froissé et son visage était assez net pour qu'Aïcha puisse lancer une procédure. Elle m'a expliqué que, selon la loi, une insulte raciale publique pouvait mener à une amende, voire à de la prison. Mais ce qui m'importait, ce n'était pas de punir cet homme. Je voulais qu'il comprenne, qu'il ressente, ne serait-ce qu'un instant, ce que j'avais ressenti dans ce wagon bondé. Pendant ce temps, mon article avec Pierre, le journaliste, avait fait du bruit. Il avait été partagé sur X par des comptes influents et même une association locale, SOS Racisme, m'avait contacté pour me féliciter. Ils m'ont invité à participer à une réunion dans leur local à Noailles. J'étais intimidé. Moi, un simple agent de nettoyage, entouré de militants et d'intellectuels. Mais quand je suis arrivé, l'accueil a été chaleureux. L'odeur du thé à la menthe flottait dans la pièce et les gens m'écoutaient comme si ma voix comptait vraiment. Pour la première fois, je me sentais vu, pas comme l'Africain, mais comme Kofi, un homme avec une histoire. C'est là que j'ai rencontré Amadou, un Sénégalais qui vivait à Marseille depuis 10 ans. Il m'a raconté comment il avait lui-même affronté le racisme. Dans son cas, un propriétaire qui avait refusé de lui louer un appartement à cause de son nom. Amadou avait porté plainte avec l'aide de la HALDE et avait gagné. « Kofi, m'a-t-il dit, ce que tu fais, c'est important. Chaque fois qu'un de nous parle, ça donne du courage aux autres. » Ces mots m'ont marqué. J'ai réalisé que ma vidéo et mon histoire n'étaient pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se taisaient par peur ou par honte. Mais tout n'était pas simple. Au travail, les choses devenaient plus tendues. Monsieur Dubois, mon patron, avait vu l'article. Un matin, il m'a pris à part dans le couloir, loin des autres employés. « Kofi, tu crois que faire le malin sur Internet va t'aider? Concentre-toi sur ton boulot ou tu vas le perdre. » Sa voix était calme, mais son regard était dur. J'ai senti la colère monter en moi. Cet homme, qui me payait à peine de quoi vivre, osait me menacer parce que j'avais osé parler. J'ai répondu, la voix tremblante, « Monsieur Dubois, je fais mon travail, mais je ne vais pas me taire sur ce que je vis. » Il m'a fixé un moment, puis il est parti sans un mot. Ce moment m'a fait comprendre une chose. Je ne pouvais plus continuer à travailler sous ses ordres. Pas comme ça. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pris une décision radicale. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des formations. En Côte d'Ivoire, j'étais technicien en électronique, mais ici, mes compétences n'étaient pas reconnues. J'ai trouvé un programme à Marseille, financé par la région, pour aider les immigrés à valider leurs diplômes étrangers. Il y avait une date limite pour s'inscrire, dans 2 semaines. L'urgence m'a poussé à agir. J'ai rempli le formulaire en ligne, mes mains tremblant d'excitation et de peur. Si j'étais accepté, je pourrais peut-être quitter ce boulot qui me rongeait l'âme. En parallèle, Aïcha m'a donné des nouvelles. Un témoin du métro, une jeune femme qui était dans le wagon ce jour-là, avait répondu à un appel qu'elle avait lancé sur X. Elle avait filmé une partie de l'incident avec son téléphone. La vidéo était floue, mais on entendait clairement les insultes. Aïcha m'a dit que c'était une preuve solide pour porter plainte. Mais elle m'a aussi averti, « Si on va au bout, ton nom va être partout. Es-tu prêt pour ça ?» J'ai hésité. La peur était là, mais quelque chose en moi était plus fort. J'ai hoché la tête. « Oui, je suis prêt. » Ce soir-là, seul dans mon studio, avec le bruit des voisins et l'odeur du pain au chocolat qui montait de la boulangerie d'en bas, j'ai repensé à tout ça. J'étais à un tournant. Ma vie, qui avait commencé par une humiliation dans un métro, prenait une direction que je n'avais jamais imaginée. Mais le chemin était encore long. Et ce que je ne savais pas, c'est que la prochaine étape allait secouer Marseille tout entière. Les jours qui suivirent furent comme une tempête.
Ma décision de porter plainte, avec l'aide d'Aïcha, et mon inscription au programme de validation de diplôme changeaient tout. Je commençais à voir une lumière au bout du tunnel, mais le chemin était semé d'embûches. À Marseille, les rues bruyantes de la Blancarde et l'odeur des épices du marché de Noailles me rappelaient que j'étais à la croisée des chemins, continuer à me battre ou me laisser engloutir par la peur. Aïcha m'a appelé un matin, sa voix pleine d'excitation. La jeune femme qui avait filmé l'incident dans le métro avait accepté de témoigner officiellement. Avec la vidéo et les images de vidéosurveillance, nous avions assez pour identifier l'homme qui m'avait insulté. Aïcha avait découvert qu'il s'appelait Marc Lefebvre, un employé de bureau qui vivait à Aix-en-Provence, mais prenait souvent le métro à Marseille pour son travail. « Kofi, on peut aller au commissariat dès demain », m'a-t-elle dit. « Mais il faut que tu sois sûr. Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assis sur mon lit, avec le bruit des voitures qui passaient dehors, je pesais le pour et le contre. Si je portais plainte, mon nom serait exposé. Les messages de haine sur X risquaient de s'amplifier. Mais si je me taisais, je donnais raison à cet homme, à Monsieur Dubois, à tous ceux qui pensaient que je ne méritais pas ma place ici. J'ai repensé à ma mère, à ses mots avant mon départ d'Abidjan. « Kofi, sois courageux, quoi qu'il arrive. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu à Aïcha « Allons-y ». Le lendemain, au commissariat de Noailles, l'atmosphère était pesante. L'odeur de vieux papier et de café froid flottait dans l'air. Aïcha était à mes côtés, professionnelle, avec un dossier rempli de preuves, la vidéo, les images de la RTM, mon témoignage écrit. L'agent qui nous a reçus, un homme d'une 50aine d'années nommé M. Garnier, a écouté en silence. À un moment, il m'a regardé et m'a dit « Vous savez, ce genre de plainte, c'est rare. Beaucoup ne vont pas jusqu'au bout. Vous êtes courageux. » Ces mots m'ont surpris. Pour la première fois, je sentais une once de respect de la part de quelqu'un en uniforme. Mais tout n'était pas gagné. Aïcha m'a expliqué que la procédure pouvait prendre des mois et que Marc Lefebvre pourrait nier ou minimiser ses actes. Elle m'a aussi averti que certains médias locaux avaient eu vent de l'histoire. « Ils vont vouloir t'interviewer, Kofi. Es-tu prêt à parler publiquement ?» J'ai senti mon estomac se nouer. Parler à des inconnus sur X, c'était une chose. Mais à la télévision ou dans un journal, c'était un autre monde. Pourtant, j'ai hoché la tête. Si ça peut aider d'autres à ne pas vivre ce que j'ai vécu, je le ferai. En parallèle, j'ai reçu une réponse du programme de validation de diplôme. J'étais accepté. Le programme commençait dans une semaine à l'université d'Aix-Marseille. C'était une chance inespérée, mais aussi un défi. Les cours auraient lieu le soir, ce qui signifiait que je devais continuer à travailler avec M. Dubois pendant la journée. L'idée de rester sous ses ordres me donnait des frissons, mais je n'avais pas le choix. Mon salaire, aussi maigre soit-il, payait mon loyer et mes factures. J'ai serré les dents et j'ai continué. Au travail, l'ambiance était de plus en plus toxique. Monsieur Dubois semblait savoir que j'avais parlé de lui dans l'interview avec Pierre. Il ne disait rien directement, mais ses remarques devenaient plus cinglantes. Un jour, il m'a lancé devant tout le monde « Kofi, si tu passes ton temps à te plaindre, tu ne finiras jamais ton boulot. » Les autres employés ont ri et j'ai senti la honte revenir, comme ce jour dans le métro. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la tête. J'ai répondu calmement « Je fais mon travail, monsieur. » Et je ne me plains pas, je dis la vérité. Un silence lourd a suivi. Dubois a tourné les talons, mais je savais que j'avais marqué un point. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai vérifié X. Ma vidéo avait maintenant des milliers de vues et un hashtag « Justice pour Kofi » commençait à circuler. Des gens partageaient leurs propres histoires de discrimination dans des métros, des bureaux, des magasins. Je lisais leurs messages, ému. Une femme de Roubaix écrivait « J'ai été humiliée à cause de mon hijab. Merci Kofi de nous donner une voix. » Un jeune homme de Clichy-sous-Bois ajoutait « Continue frère, on est avec toi. » Ces mots me donnaient la force de continuer, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. La tempête autour de moi ne faisait que grandir.
À Marseille, les rues animées du vieux port et l'odeur saline de la mer me rappelaient que j'étais dans une ville pleine de contradictions, accueillante pour certains, hostile pour d'autres. Ma plainte contre Marc Lefebvre avançait et mon inscription au programme de validation de diplôme me donnait un nouvel espoir. Mais chaque pas en avant semblait venir avec un nouveau défi, comme si le destin testait ma détermination. Aïcha m'a appelé un après-midi, alors que je nettoyais les vitres d'un bureau à Euroméditerranée. « Kofi, bonne nouvelle! Un média national veut faire un reportage sur ton histoire. Ils ont vu le hashtag Justice pour Kofi sur X et ils veulent t'interviewer à la télévision. » Mon cœur s'est arrêté. La télévision? Moi, Kofi N'Guessan, un immigré ivoirien qui nettoyait des bureaux? J'ai senti la peur m'envahir, mais aussi une étincelle d'excitation. « D'accord, Aïcha, je vais le faire. » Elle m'a donné rendez-vous dans 2 jours pour préparer l'interview. « Sois toi-même, Kofi, c'est ta force. » Mais avant cet événement, un autre obstacle m'attendait. Au travail, M. Dubois devenait insupportable. Depuis mon interview avec Pierre, il semblait décidé à me rendre la vie impossible. Un matin, il m'a donné une pile de tâches supplémentaires. Nettoyer tout l'étage, y compris les toilettes, en moins de 2 heures. Une association à Lille avait même organisé une petite manifestation contre le racisme en citant mon histoire. Mais parmi les messages, il y avait aussi des menaces. Quelqu'un avait écrit « Tu vas regretter d'avoir ouvert ta bouche, l'Africain ». Ces mots m'ont fait frissonner, mais je refusais de me laisser intimider. J'ai répondu « Je ne me tairai pas. Le respect, ça se gagne, et je le mérite. » Le jour de l'interview télévisée est arrivé. C'était dans un studio à Marseille, pas loin de la Canebière. L'odeur de maquillage et de matériel électronique remplissait la pièce. J'étais nerveux, mes mains moites, mais Aïcha était là, me rappelant de respirer. La journaliste, une femme nommée Claire, était gentille mais directe. Elle m'a posé des questions sur l'incident du métro, sur ma vie en Côte d'Ivoire, sur ce que je ressentais face au racisme. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai raconté comment ma mère m'avait appris à garder la tête haute, comment j'avais rêvé d'une vie meilleure en France et comment, malgré l'humiliation, je refusais de baisser les bras. À un moment, ma voix a tremblé et j'ai vu Claire essuyer une larme. « Kofi, vous êtes un exemple pour beaucoup », m'a-t-elle dit hors caméra. L'interview a été diffusée le lendemain. En quelques heures, ma vie a basculé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des gens m'écrivaient de partout, de Paris, de Roubaix, même de l'étranger. Une femme de Vaux-en-Velin m'a envoyé un message. « Merci Kofi, tu m'as donné le courage de parler de ce que j'ai vécu. » Un homme de Bobigny a écrit « On est fiers de toi, frère. Continue. » Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un message d'un Français, un certain Julien, qui disait « Je suis désolé pour ce que tu as vécu. On doit faire mieux. » Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Mais tout n'était pas rose. Au travail, M. Dubois a vu l'interview. Le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau. « Kofi, tu te prends pour une star maintenant ?» m'a-t-il lancé le visage rouge. « Si tu continues à causer des problèmes, tu es fini ici. » J'ai senti mon sang bouillir. J'ai répondu, calmement, mais fermement. « Monsieur Dubois, je ne cause pas de problème. Je dis la vérité. Et si ça vous dérange, c'est votre problème, pas le mien. » Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Il n'a rien répondu et m'a fait signe de sortir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un appel d'Aïcha. « Kofi, on a une audience au tribunal dans 3 semaines. Marc Lefebvre a été officiellement convoqué. » Mon cœur s'est accéléré. C'était réel. L'homme qui m'avait humilié allait devoir répondre de ses actes. Mais ce n'était pas tout. Aïcha a ajouté « Et il y a autre chose. Une entreprise d'électronique a vu ton interview. Ils veulent te rencontrer. » J'ai cru que j'avais mal entendu. Une entreprise? Moi? J'ai senti une vague d'espoir mais aussi de peur. Étais-je prêt pour ce qui m'attendait? Les jours qui précédèrent l'audience au tribunal étaient comme un compte à rebours. Chaque matin, je me réveillais avec une boule au ventre, partagée entre l'excitation et l'angoisse.
L'idée de me retrouver face à Marc Lefebvre, l'homme qui m'avait humilié dans le métro, me donnait des sueurs froides. Mais en même temps, l'appel d'Aïcha au sujet de cette entreprise d'électronique me faisait rêver. Pour la première fois depuis mon arrivée à Marseille, je commençais à croire que ma vie pouvait changer. J'ai rencontré l'entreprise en question, Tech Méditerranée, dans leur bureau près du Prado. L'odeur de café frais et le bruit des claviers m'ont tout de suite mis à l'aise, même si je me sentais hors de ma zone de confort. La responsable des ressources humaines, Madame Leclerc, une femme d'une quarantaine d'années au sourire discret, m'a accueilli. Elle avait vu mon interview à la télévision et lu l'article de Pierre. « Kofi, votre parcours nous a impressionnés », m'a-t-elle dit. Nous cherchons quelqu'un avec vos compétences en électronique, mais aussi avec votre détermination. J'ai expliqué mon passé de technicien en Côte d'Ivoire, les appareils que je réparais à Abidjan et comment mes diplômes n'étaient pas reconnus en France. Elle a hoché la tête, prenant des notes. Puis, elle m'a parlé d'un poste d'apprenti technicien avec une formation interne pour valider mes compétences. Le salaire était bien meilleur que celui de mon boulot de nettoyage et il y avait une perspective d'évolution. « Vous commencez dans une semaine, si vous acceptez », a-t-elle ajouté. J'ai senti mon cœur s'emballer. Une semaine? C'était juste avant l'audience au tribunal et le début de mon programme de validation de diplôme. Tout arrivait en même temps. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma mère à Abidjan. L'entendre à travers le téléphone, avec le bruit des enfants qui jouaient dans la cour derrière elle, m'a ramené à mes racines. Je lui ai raconté l'interview, l'entreprise, le tribunal. Elle a ri, puis elle a pleuré. « Kofi, je savais que tu ferais des merveilles. Continue, mon fils. » Ces mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. Mais je savais que je devais d'abord affronter M. Dubois. Le lendemain, au travail, j'ai pris mon courage à deux mains. Après ma journée, je suis allé voir Dubois dans son bureau. L'odeur de son parfum trop fort emplissait la pièce. « Monsieur Dubois, je donne ma démission. J'ai trouvé un autre emploi. » Son visage s'est figé. Pendant un instant, il n'a rien dit. Puis, il a ricané. « Tu crois que tu vas faire mieux ailleurs? Bonne chance, Kofi. » Ces mots étaient pleins de mépris, mais ils ne m'atteignaient plus. J'avais repris ma vie en main. Les jours suivants, je me suis préparé pour l'audience. Aïcha m'a coaché, me répétant ce que je devais dire devant le juge. « Sois clair, sois honnête, et surtout, sois toi-même », m'a-t-elle conseillé. Elle m'a aussi montré la vidéo du métro, celle filmée par la jeune femme. En la regardant, j'ai revécu chaque seconde de cette humiliation. Les mots de Marc Lefebvre, les regards fuyants des passagers, ma propre voix tremblante. Mais cette fois, je n'avais plus honte. J'étais prêt à me battre. La veille de l'audience, j'ai posté un message sur X pour partager mes sentiments. J'ai écrit « Demain, je vais au tribunal pour demander justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été humiliés à cause de leurs origines. Merci à vous tous qui me soutenez. » Les réponses ont afflué. Des gens de Saint-Denis, de Lille, de Clichy-sous-Bois m'envoyaient des messages d'encouragement. Une femme a écrit « Kofi, tu es notre héros !» Ces mots m'ont donné des frissons. Moi, un héros, je n'étais qu'un homme qui refusait de se taire. Le matin de l'audience, je me suis levé tôt. J'ai mis ma meilleure chemise, celle que je gardais pour les occasions spéciales, et j'ai pris le métro jusqu'au tribunal de Marseille. L'ironie ne m'échappait pas. J'allais demander justice dans le même métro où tout avait commencé. En descendant à la station Castellane, j'ai senti les regards des autres passagers. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. J'ai marché, la tête haute, prêt à affronter ce qui m'attendait. Au tribunal, l'ambiance était solennelle. L'odeur du bois verni et le murmure des conversations emplissaient la salle. Aïcha était à mes côtés, confiante. Quand j'ai vu Marc Lefebvre entrer, mon cœur s'est serré. Il était là, en costume, l'air mal à l'aise. Nos regards se sont croisés et pour la première fois, c'est lui qui a baissé les yeux. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Le tribunal était un lieu intimidant. Les murs froids,
L'odeur de cire à bois et le silence ponctué par les murmures des avocats me donnaient l'impression d'être dans un monde à part. Assis à côté d'Aïcha, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Face à moi, Marc Lefebvre, l'homme qui m'avait humilié dans le métro, semblait plus petit qu'il ne l'était ce jour-là. Il évitait mon regard, fixant le sol comme s'il voulait disparaître. Mais moi, je n'étais plus l'homme brisé du wagon. J'étais Kofi Nguessan, et j'étais là pour réclamer justice. Aïcha a présenté notre dossier avec une assurance qui m'a impressionné. Elle a montré la vidéo de la jeune femme, les images de la vidéosurveillance et a lu mon témoignage. Chaque mot qu'elle prononçait faisait remonter des souvenirs douloureux, mais aussi une force nouvelle. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levé, les jambes tremblantes. J'ai regardé le juge, un homme d'âge mûr avec des lunettes épaisses, et j'ai raconté mon histoire. J'ai parlé de l'humiliation dans le métro, de la honte qui m'avait brûlé, mais aussi de mon refus de me taire. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu, ai-je dit, la voix ferme. Je veux que justice soit faite, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont insultés à cause de leur peau ou de leur accent. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes. Puis l'avocat de Marc Lefebvre a pris la parole. Il a essayé de minimiser l'incident, disant que son client était stressé ce jour-là, qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. J'ai senti la colère monter en moi, mais Aïcha m'a posé une main sur le bras, me rappelant de rester calme. Quand le juge a posé des questions à Marc, celui-ci a bafouillé. Il a admis avoir parlé dans le métro, mais a prétendu que ce n'était pas si grave. À ce moment, le juge a projeté la vidéo. Les insultes résonnaient dans la salle, claires et brutales. Un silence pesant a suivi. Marc a baissé la tête. Après des heures de débat, le juge a rendu son verdict. Marc Lefebvre était reconnu coupable d'injures raciales publiques. Il a été condamné à une amende de 1 500 € et à 6 mois de prison avec sursis. Aïcha m'a serré la main, un sourire discret sur le visage. On a gagné, Kofi. Ce n'était pas seulement une victoire pour moi. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient partagé leurs histoires sur X, pour ceux qui vivaient dans l'ombre de la discrimination. En quittant le tribunal, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de respirer librement. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En sortant, j'ai été accueilli par une petite foule. Des gens de SOS Racisme, des journalistes et même des inconnus qui avaient suivi mon histoire sur X. Une femme, immigrée camerounaise, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Merci Kofi, tu nous as donné de l'espoir. » J'ai senti mes yeux s'embuer. Ce moment, sous le soleil de Marseille, avec l'odeur de la mer au loin, restera gravé dans ma mémoire. Le lendemain, j'ai commencé mon nouveau travail chez Tech Méditerranée. L'ambiance était différente de tout ce que j'avais connu. Mes collègues, un mélange de Français et d'immigrés, m'ont accueilli avec curiosité et respect. Mon superviseur, un homme nommé Karim, m'a montré les équipements et m'a dit « Kofi, ici, on juge les gens sur leur travail, pas sur leur nom. » Ces mots m'ont touché. Pour la première fois, je me sentais à ma place. En parallèle, mon programme de validation de diplôme avançait. Les cours du soir à l'université d'Aix-Marseille étaient exigeants, mais je m'accrochais. Chaque soir, en rentrant chez moi, épuisé, je repensais à tout ce chemin. Il y a quelques mois, j'étais un agent de nettoyage, humilié dans un métro. Aujourd'hui, j'étais un technicien en formation, avec une victoire au tribunal et une voix qui résonnait à travers la France. Mais ce n'était pas encore fini. Un soir, en vérifiant X, j'ai vu que mon histoire avait été reprise par un grand média international. Il voulait m'interviewer pour parler du racisme en France. J'ai aussi reçu un message d'un inconnu, un homme qui se présentait comme un ancien collègue de Marc Lefebvre. Il écrivait « Marc a perdu son emploi après ton histoire. Il a dû déménager. Tu as changé les choses, Kofi. » Ce message m'a fait réfléchir. Je n'avais pas voulu détruire la vie de Marc. Je voulais juste qu'il comprenne. Peut-être, d'une certaine manière, c'était ce qui était en train de se passer. Les mois qui suivirent furent comme un nouveau départ.
la victoire au tribunal, mon nouveau travail chez Tech Méditerranée et les cours du soir à l'université d'Aix-Marseille avaient transformé ma vie. À Marseille, les rues animées de la Blancarde, l'odeur du pain au chocolat de la boulangerie d'en bas et le bruit des vagues près du vieux port étaient devenus des symboles de ma résilience. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce que j'avais vécu dans le métro n'était que le début d'un voyage plus grand, et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où il me mènerait. Mon travail chez Tech Méditerranée me donnait un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu. Réparer des circuits électroniques, résoudre des problèmes techniques, c'était comme retrouver une partie de moi que j'avais laissée à Abidjan. Mes collègues, surtout Karim, me poussaient à donner le meilleur de moi-même. Un jour, il m'a pris à part et m'a dit « Kofi, tu as un talent naturel. Quand ton diplôme sera validé, tu pourras viser plus haut. » Ces mots m'ont fait sourire. Pour la première fois, je me voyais non pas comme un immigré qui lutte pour survivre, mais comme un homme avec un avenir. En parallèle, mon histoire continuait de faire des vagues. L'interview pour le média international a été diffusée et soudain, mon nom était connu bien au-delà de Marseille. Des associations à Paris, Roubaix et même à l'étranger m'ont contacté pour que je partage mon expérience lors de conférences sur le racisme et l'immigration. J'étais nerveux à l'idée de parler en public, mais Aïcha m'a encouragé « Kofi, ta voix est puissante parce qu'elle est vraie, n'aie pas peur de l'utiliser ». Ma première conférence a eu lieu à Lille, dans une salle communautaire pleine à craquer. L'odeur de café et le murmure de la foule me rendaient nerveux. Mais quand j'ai pris le micro, les mots sont sortis naturellement. J'ai raconté l'incident du métro, ma lutte contre Monsieur Dubois, la victoire au tribunal. À la fin, les gens se sont levés pour applaudir. Une jeune femme d'origine malienne est venue me voir après. « Kofi, j'ai été insultée dans un bus à cause de mon foulard. Ton histoire m'a donné le courage de porter plainte. » Ces mots m'ont touché au cœur. Je réalisais que ma revanche n'était pas seulement personnelle. Elle inspirait d'autres à se lever. Mais tout n'était pas parfait. Les messages de haine sur X continuaient, bien que moins nombreux. Certains disaient là que je cherchais la gloire, que j'exagérais. Ces commentaires faisaient mal, mais j'avais appris à les ignorer. Ce qui comptait, c'était le soutien. Un jour, j'ai reçu un message d'un groupe d'étudiants à Sarcelles qui avait créé une campagne en ligne, « Il dit plus jamais ça », pour dénoncer le racisme quotidien. Ils m'ont invité à les rejoindre pour une marche à Paris. J'ai accepté sans hésiter. À la maison, ma vie changeait aussi. Avec mon nouveau salaire, j'ai pu déménager dans un petit appartement plus lumineux près de la gare Saint-Charles. Ce n'était pas grand, mais il y avait une petite terrasse où je pouvais boire mon café en regardant la ville s'éveiller. J'ai envoyé de l'argent à ma mère à Abidjan et pour la première fois, j'ai pu lui offrir un billet pour venir me voir en France. L'idée de la revoir, après 3 ans, me donnait des frissons d'excitation. Un soir, en rentrant des cours, j'ai reçu un appel d'Aïcha. « Kofi, tu ne vas pas y croire. Une organisation nationale veut te décerner un prix pour ton courage. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Moi, un prix? Mais elle était sérieuse. C'était une récompense pour les citoyens qui luttent contre les discriminations, remise lors d'une cérémonie à Paris. « Tu mérites ça, Kofi », m'a-t-elle dit. « Tu as transformé une humiliation en un mouvement. » Ce n'était pas la fin, mais c'était un nouveau chapitre. Le jour de la cérémonie à Paris approchait, et avec lui, un mélange d'excitation et d'incrédulité. Moi, Kofi Nguessan, un immigré ivoirien qui nettoyait des bureaux il y a encore quelques mois, j'allais recevoir un prix devant des centaines de personnes. Mais plus que la récompense, c'était l'idée de revoir ma mère qui me donnait des ailes. Elle arriverait à Marseille juste après la cérémonie, et je comptais les jours, impatient de lui montrer la vie que j'avais construite. La cérémonie avait lieu dans une grande salle du centre de Paris, près de la Seine. L'odeur des parfums coûteux et le murmure des conversations élégantes me rendaient nerveux. Aïcha était là, toujours à mes côtés, et Amadou, le Sénégalais de SOS Racisme, m'avait accompagné pour me soutenir. Quand mon nom a été appelé, j'ai senti mon cœur s'arrêter.
Je me suis levé sous les applaudissements et j'ai marché vers la scène. Les lumières étaient aveuglantes, mais je pouvais voir des visages dans la foule. Des immigrés, des Français, des jeunes, des vieux, tous unis par une même cause. En prenant le micro, j'ai raconté mon histoire une dernière fois. J'ai parlé du métro, de Marc Lefebvre, de Monsieur Dubois et de comment j'avais transformé l'humiliation en force. J'ai fini en disant « Ce prix, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui se battent chaque jour pour être respectés. Pour tous ceux qui refusent de se taire. » La salle s'est levée et les applaudissements ont résonné comme une vague. À ce moment, j'ai senti que j'avais accompli quelque chose de plus grand que moi. De retour à Marseille, ma mère est arrivée. En la voyant à l'aéroport, avec son sourire lumineux et son pagne coloré, j'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Les larmes coulaient sur nos joues. Dans mon nouvel appartement, je lui ai montré la ville depuis la terrasse, l'odeur de la mer flottant dans l'air. « Kofi, tu as tenu ta promesse », m'a-t-elle dit, les yeux brillants de fierté. Nous avons cuisiné du riz jollof ensemble, comme au temps d'Abidjan, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complet. Mon travail chez Tech Méditerranée avançait bien. J'avais terminé ma formation initiale et Karim m'avait recommandé pour un poste à temps plein comme technicien. Mes cours du soir portèrent leurs fruits, mon diplôme ivoirien était en voie d'être validé. Je commençais à rêver plus grand, peut-être ouvrir ma propre petite entreprise d'électronique un jour. Mais ce qui me touchait le plus, c'était l'impact de mon histoire. Sur X, le hashtag Justice pour Kofi continuait d'inspirer des discussions. Des gens partageaient leurs propres combats et des associations me demandèrent de parler dans des écoles, des centres communautaires et même à l'étranger. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. C'était Marc Lefebvre, l'homme du métro. Il écrivait « Kofi, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux m'excuser. Ce que j'ai dit était impardonnable. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai aussi appris. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » J'ai relu son message plusieurs fois, partagé entre la colère et une étrange forme de paix. Je ne lui ai pas répondu, mais ces mots m'ont fait réfléchir. Peut-être que ma revanche n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une chance pour d'autres de changer. En repensant à tout ça, assis sur ma terrasse avec une tasse de café, je regardais Marseille s'étendre devant moi. Cette ville, avec ses contradictions, ses défis et sa beauté, m'avait brisé, mais elle m'avait aussi reconstruit. J'avais transformé une humiliation dans un métro en un mouvement qui donnait de l'espoir à des milliers de personnes. Et pourtant, je savais que le combat contre le racisme était loin d'être fini. Mais pour la première fois, je me sentais prêt à continuer, non pas seul, mais avec une communauté derrière moi. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si elle vous a touché, si vous avez vécu quelque chose de similaire, commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres histoires comme la mienne et continuons à nous battre pour le respect et la justice.